commence cette conversation, je disais à quelques personnes présentes ici que nous avions commencé avec Pierre depuis quelques années maintenant ce que j'appelle les Interviews from the Road, comme il y a le CD de Leonard Cohen, Songs from the Road, et que nous avons ainsi eu l'occasion de converser à Rome, à Londres, à Berlin, à Los Angeles, plusieurs fois à Paris et bientôt à Bruxelles. Et que chaque fois, dans chacun de ces entretiens, on essayait de trouver une perspective, une approche qu'on n'avait pas encore évoquée, ou en tout cas pas de cette manière. Et on s'est dit avec Pierre, en réfléchissant à cet entretien, que comme il s'agissait ici, pour reprendre la belle phrase de Caroline Noireau pour l'anniversaire des Belles Lettres, de faire chapelle, et que Pierre tenait dès la naissance jeunesse de ce projet de publication ici aux Belles Lettres de Divers, à venir parler, à ce que nous conversions dans la librairie Guillaume Budet. Et donc on s'est dit qu'on pourrait ainsi parler de questions d'art, de patrimoine, d'histoire, et évidemment de leur lien à la modernité et évidemment à la politique. Et je voudrais peut-être commencer, Pierre, avec le titre d'un entretien que vous avez donné en 2003 à Tatiana Kondratovic, votre traductrice vers le russe. Un entretien qui est intitulé, et c'est une phrase qui en est extraite, « Ce qui reste de l'histoire, c'est l'art ». Est-ce que vous pouvez, 16 ans après cet entretien, reprendre, expliciter ce que vous entendez par « ce qui reste de l'histoire, c'est l'art » et nous dire ce que vous en pensez aujourd'hui, si vous pensez toujours ça, et pourquoi, comment. Pas trop près. Ah, vous me dites. Ça va là? Non, c'est trop près. Comme ça? Bah oui, parce que ça menaçant. Ça. Je ne pas côté. On va peut-être le mettre, le poser, non? Si on pose, Pierre, on personne ne comprendra rien. Plus, vous dites comme ça, parce que... Ça vous va comme ça? Oui. Bon. Allez-y. Ben oui, mais il vaudrait mieux avoir un micro, là. Alors attendez, je peux vous le mettre comme ça si vous voulez. Le truc c'est que sinon... Oui, parce que c'est... Vous êtes devant? C'est trop près. C'est trop près. Vraiment, ça me... D'accord. Je suis fatigué, alors ça, tout ce qui... Tout l'objet qui se rapproche de vous. Vous entendez? Oui, on entend. Me fatigue. On entend? Si tu le poses devant... ça Je fonctionne. peux le poser... Bon, je le pose dans ce cas-là. Est-ce que ça marche comme ça? Oui. Au fond, On entend, ça on problématique. entend. Rapprochez-vous. Je pense que... Le fond vienne vers l'avant. On fait vraiment chapelle là. On rapproche un petit peu Oui. le micro de la direction. Non, ça va comme ça, allons-y. Vous pouvez venir au premier rang aussi, hein, vous pouvez vous rapprocher. Oui, donc Pierre, ce qui reste de l'histoire, c'est l'art. Oui, là ça marche alors, là. Ça peut marcher. Non, mais c'est pas grave, on va faire ça. Ça marche pas. On va faire ça, c'est pas grave. Bon, si mettez-le alors, je le prends alors. Hein. Oui, Vous prenez- oui, oui. Si vous le prenez, Ça prenez-le. va comme ça marche? Voilà. On entend bien? Oui, on entend. On entend? Oui, oui. Un petit peu plus. Là? Oui, c'est bien. Ça va? Oh, c'est une phrase parmi d'autres, hein, que j'ai dû... Tout dépend de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Hein. C'était au début de 2003, c'est ça? Oui. Oui, j'avais encore quelques illusions là-dessus. Non, c'est la phrase qu'on dit, qu'on entend partout, dans tous les bons lieux, les bons lieux culturels et autres, familiaux éventuellement, etc. C'est l'art qui reste. Je ne sais pas si c'est particulièrement occidental de dire ça. Est-ce que les Chinois le disent? Est-ce que les autres peuples le disent? Je ne sais pas. Le japonais, je ne sais pas. Par exemple, vous voyez, j'ai l'impression que c'est très occidental, ça. En tout cas, j'ai remarqué une chose, c'est que je l'ai dit 2 ou 3 fois, du reste, c'est que l'art, au fond, qui comporte beaucoup de moments de subversion, quand même, malgré tout, en tout cas
occidentale, disons, mais aussi dans l'art chinois aussi, je crois, et autres, et arabe, islamique, comment dirais-je, l'art quand il est rejeté parce que subversif par le pouvoir ou par les gens qui sont censés être cultivés, comment dirais-je, et souvent en fait méprisés par ailleurs. Enfin, j'ai vu ça un petit peu autour de moi quand j'étais enfant. En même temps, c'est une époque évidemment où on avait une conception très différente d'aujourd'hui de l'art, enfin une vision très différente de l'art en général, hein, poésie, peinture, etc. Où finalement les maudits, si je peux dire, étaient privilégiés par rapport aux gens un peu plus installés, si vous voulez. Alors en même temps, comment dire, il y avait une forme d'hypocrisie, à savoir finalement à s'effrayer de la subversion de certains auteurs, et en même temps, quand ces auteurs servaient la cause nationale, si je peux dire, ou continentale, était à ce moment-là appelé à la rescousse, si je peux dire. Les mêmes qui auraient pu condamner Cézanne, par exemple, s'en seraient peut-être servis quelques années plus tard pour affirmer la primauté de l'art occidental. L'art a toujours servi finalement comment dirais-je, comment t'expliquer ça? Bon, il faut se poser la question de l'art. Enfin, moi je me la pose tous les jours, de toute façon. La nécessité de l'art. Bon, qu'est-ce que c'est que l'art? L'art en général, l'art en particulier. Si vous voulez, les gens qui ne pratiquent pas se posent très souvent la question. Très souvent la question. Par exemple, certaines de mes sœurs, pour parler d'une façon plus intime, certaines de mes sœurs, dans les années où je commençais à avoir un nom, comme on dit, me demandaient qu'est-ce qu'il faut que je dise. Si on me dit, si on me parle de toi, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que c'est? Bon, je disais deux ou trois choses, je ne me souviens plus très bien de quoi, qui pouvaient servir éventuellement. Mais c'est vrai, en tout cas, je ne suis pas, moi, je n'ai jamais été, en tout cas, sauf peut-être quand j'étais adolescent, que je découvrais que je pouvais être un artiste, de toute façon. Je n'ai jamais fait de l'art une chose extraordinaire, une zone extraordinaire, une zone, comment dirais-je, intouchable, etc. J'ai toujours considéré que l'artiste devait absolument être responsable de ses actes artistiques, responsable aussi de ses engagements sociaux, idéologiques, etc. On ne pouvait pas pratiquer l'art, en tout cas, sans être non pas en contact, mais sans être à l'unisson de toute la société. Or, beaucoup d'artistes ont pu vivre sans ça, apparemment. Beaucoup de musiciens, beaucoup de chefs d'orchestre, par exemple, on a des exemples fameux, hein, de gens qui ont continué à produire, continué à diriger, continué à etc. Comment dirais-je, en se réfugiant on ne se réfugie pas dans l'art. Donc c'est un refuge absolument injustifié, je ne dis pas condamnable, enfin injustifié. L'artiste est comme les autres responsables, aussi bien qu'un homme politique ou qu'un responsable social ou autre, est responsable socialement, je peux dire. On ne peut pas se retirer du monde pour produire, sauf si on est
sauf si on est atteint de démence ou autre, quoi. Mais c'est aussi pour cette raison, Pierre, qu'au travers des années, vous avez, moins d'ailleurs dans ce volume d'hiver que dans les volumes précédents, mais tout de même pris des positions politiques contre la guerre en Irak, Oui, pour mais Salman oui. Rushdie. Oui, mais ça c'est un engagement politique. Je parle vraiment comment dirais-je, c'est vrai pour, comment dire, on a toujours exaspéré chez les surréalistes, par exemple, Breton et autres, Perret, etc., c'est qu'il n'y avait aucune, il n'y avait pas de lien avec le réel social. C'est très frappant quand on lit Breton maintenant, de voir à quel point c'est détaché absolument du réel, c'est même méprisant par rapport au réel au fond. C'est pas un mépris à la, c'est pas un mépris à la Buñuel, hein, pas du tout. C'est un mépris assez médiocre et assez avec évidemment de grands mots, bien entendu, de grands mots, de grandes déclarations, des grandes amitiés, Trotsky, etc. Et tout ça ne sert à rien s'il n'y a pas dans l'œuvre elle-même si le monde n'entre pas dedans. Le monde, ce sont les gens n'entrent pas dedans. Il y a une forme de retrait là que je comprends très bien, que je vois l'œuvre partout, moi qui ne me convient pas du tout. Pas du tout. Il faut qu'on puisse aussi, quand on affirme, quand on s'engage politiquement, il faut aussi, politiquement ou autre, moralement, socialement, il faut le faire en pensant qu'on est capable qu'on serait capable d'agir. Bon, beaucoup de gens font des déclarations faramineuses, extraordinaires, très abstraites, sans avoir la moindre expérience d'un combat social ou d'un combat autre. Du tout. Tout ça roule, tout ça tombe dans le vide. Si vous voulez. Et moi, c'est ce tourniquet que je ne supporte pas. J'ai connu beaucoup de gens qui étaient comme ça. Alors, l'œuvre qu'ils ont produite est très belle abstraitement, comme ça, mais elle repose sur, non pas sur pas d'expérience, mais sur aucune justification personnelle d'engagement réel, si vous voulez. Alors là, dans ces conditions, je ne sais pas. Vous prenez tous les artistes, tous les grands artistes se sont engagés, tous, absolument tous, d'une façon ou d'une autre, dans une faction, dans une autre, autrefois, sous la Renaissance, etc. Ils sont tous engagés, avec les papes, contre les papes, etc. Bref, tout le monde s'est engagé, mais au sens très fort, de toute façon. Engagés, ils ont été en contact avec le peuple, ce qu'on appelle le peuple. Le peuple. Quand on affirme quelque chose, quand on affirme abstraitement quelque chose, il faut pouvoir éprouver qu'on est capable de défendre avec ses mains, si je peux dire, ces idées merveilleuses. Alors c'est très difficile. Je voyais une différence, par exemple, je m'ai frappé ces jours-ci, dont j'aime pas beaucoup Aragon, mais j'ai lu des choses d'Aragon et j'ai lu des choses de Breton en même temps. Enfin, vraiment. Et Aragon est un homme qui est très conscient de ce qui se passe dans la société. Hein. L'ouvrier, tout ça, la misère, etc. La misère, la révolte, le mépris, etc., les luttes, etc. Breton, il n'y a rien. Il y a une idée comme ça extrêmement, un peu comme chez Blanchot, quoi, de révolution. Et chez Aragon, au contraire. Et ça cause son engagement assez précoce dans un parti où il y avait effectivement des cellules et où l'intellectuel rencontrait des ouvriers, forcément. Mais ça se sent. Ça se sent même dans des poèmes absolument terrifiants que j'ai écouté l'autre jour sur Internet. C'était lu par Badiou, c'était lu par Alain Badiou. C'était des poèmes de Front Rouge, un des premiers recueils d'Aragon. Moi je m'attendais, je connaissais,
je m'entendais à quelque chose de terrifiant, et il y avait un poème extraordinaire, extraordinaire, d'une extrême violence, hein, vraiment, bon, très violente. Mais je pense qu'Aragon, déjà, Aragon a une vie quand même un peu plus mouvementée, un peu plus physique que celle de Breton, déjà. Mais c'était extrêmement beau, il y avait des sortes de grands vers libres sur les ouvriers qui partent le matin très tôt dans les transports en commun. C'était très très beau, c'était très très beau. Vous n'avez jamais ça chez Breton. En même temps, une véhémence incroyable. Aragon. Après, ça c'est peut-être un peu tassé, mais au début, c'est très intéressant. Et le poème était très beau. Pourtant, il était lu, je pense, par Badiou avec une certaine crainte que ça soit un peu excessif, une certaine ironie peut-être, mais en même temps, ça passait très bien. On peut pas se détacher de ce qui se passe, autour. C'est impossible. J'ai eu le cas particulier, par exemple, de certains grands musiciens allemands pendant le nazisme, par exemple, chef d'orchestre, par exemple, le plus grand étant Furtwängler, par exemple. Chez Furtwängler, il y a c'est au maximum ce refuge-là. En même temps, l'homme est grand, c'est un grand interprète, bien entendu. Et certainement, c'est un homme sincère. Mais quand vous voyez des photos où vous le voyez diriger un orchestre réduit du reste, et qu'au premier rang vous avez Hitler, c'est un peu embêtant. Hitler et tous les autres. Sans doute devait-il penser que la musique était là aussi pour éventuellement adoucir le cœur de ces monstres. C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'il se pensait comme ce qu'aurait pu être le pape, ou ce qu'aurait pu être certains prêtres, qui auraient fait comme au Moyen-Âge, ou comme au temps des barbares, qui seraient avancés devant le monstre et qui l'auraient conjuré de laisser s'abandonner au cœur, si je peux dire. C'est possible, c'est mystérieux. C'est un problème que je me pose très souvent. Comment est-ce qu'on peut écrire de la belle musique, comme Strauss, comme Richard Strauss par exemple, et en même temps être tranquille dans ce pays qui est dirigé par des monstres. Extraordinaire quand même. Comment est-ce qu'on peut aligner les notes, etc., les rythmes, et faire de la musique sur du texte, etc., quand dehors, on matraque les gens, on les déporte, etc. Je sais pas. En tout cas, ça doit passer au moins dans l'art qu'on produit. Déjà. Mais je pense que c'est énorme. Je ne peux pas dire que ça passe beaucoup dans l'œuvre de Richard Strauss, par exemple. Et d'autres. Bref, c'est l'art comme refuge, non. Franchement. Mais c'est un engagement beaucoup plus fort que l'engagement politique. Hein. Je ne parle pas d'engagement politique particulier. Il y a une certaine façon d'être au monde, d'être solidaire, en produisant de l'art, que certains ont et que certains n'ont pas. Mais oui, mais vouloir la révolution quand on est incapable de descendre dans la rue, oui, c'est un peu curieux quand même. Ou que quand on le fait une fois dans sa vie, on est complètement retourné, complètement enthousiasmé, ébouriffé de fierté,
cette surprise. Donc mon rapport à l'art, il est très marqué par cette question-là. En plus du fait que qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est que l'art? Quand, au début de votre œuvre, Oui. avec Tombeau et avec Eden, on voit bien que ce qui transparaît du monde dans l'œuvre, ce qui est métamorphosé du monde dans l'œuvre, c'est l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, Oui. de la Shoah, Mhm. de la colonisation et de tout ce moment d'une sorte de fin d'Occident. Qu'est-ce que vous voyez comme horizon en quelque sorte de votre œuvre aujourd'hui? Parce qu'on voit bien dans Joyeux Animaux, c'est un autre monde, c'est une autre conscience du monde Oui. qui n'est plus la même. Oui. Mais quand j'ai écrit Tombeau, je n'avais pas seulement la Seconde Guerre mondiale ou l'Algérie dans la pensée, dans le cœur, j'avais tout le reste. Tout ce que je pouvais voir, de la misère humaine, des désastres intimes, des désastres généraux, de l'histoire, enfin de l'histoire générale. L'esclavage, par exemple, qui est une première chose qui m'est hantée vraiment très enfant. L'esclavage chez les Romains, parce qu'on étudiait l'histoire romaine, chez les Grecs. Que vous avez ensuite repris dans le livre. Oui. Qui est un des éléments du livre. Voilà. Et puis l'esclavage des Noirs, par exemple, aux États-Unis, aux Antilles, par exemple, qui lui me paraissait encore plus scandaleux dans la mesure où il était pratiqué par des chrétiens. Donc des chrétiens, protestants ou catholiques. Donc c'est une chose ça, qui m'a énormément marqué, qui me marque toujours. Je ne m'y fais pas. Quand je vois une photo, des quelques photos qu'on a, même qu'on entend, mais je vous dis l'autre jour sur Internet aussi une interview étonnante d'un vieil homme qui avait été esclave dans sa vie, et auquel on posait des questions, et qui répondait avec une très belle voix, un peu cassée, magnifique, et qui faisait l'inventaire de ses maîtres. Après, j'ai été avec tel autre. C'est extraordinaire qu'on puisse entendre des témoignages pareils. Donc ce sont ces situations-là qui m'ont beaucoup marqué. Autant que ce que j'ai pu connaître très tôt pour des raisons familiales, des camps de concentration. Bien entendu. Parce que aussi, il n'est pas nécessaire non plus, quand on est un enfant ou un adolescent, il n'est pas nécessaire non plus on n'est pas forcément uniquement marqué par ce qui vient d'extérieur. On est marqué par soi-même, à l'intérieur. Il y a des choses qui sont irréductibles, qui échappent même aux parents, si vous voulez. Mais c'est mon cas. Je ne mets pas du tout l'origine de ce monde que j'ai pu produire dans ces événements atroces qui m'étaient plus ou moins extérieurs, si vous voulez. Je les trouve en moi. Ils étaient en moi. Pourquoi? Parce qu'on voit, quand on est enfant, on voit des spectacles, des petits spectacles à sa hauteur, des petits spectacles humains, animaux, végétaux, etc. Des spectacles de tout ce monde qui se mange, qui se dévore, qui se guette, qui se blesse, qui se tue, qui se recherche, qui s'accouple. C'est extrêmement troublant, si vous voulez. Je pense que ces choses-là, qui sont vues à hauteur d'enfant, ressenties à hauteur d'enfant, sont très importantes dans la formation, tout autant que ce qu'il découvre après de l'histoire, si vous voulez. Quand un enfant regarde une fourmilière, par exemple, il voit bien qu'il y a des fourmis reines et des fourmis esclaves, si vous voulez. Donc après, quand il lit des choses sur l'esclavage, il est déjà au courant, d'une certaine façon peut-être. À l'intérieur de soi, il y a peut-être des situations aussi, qui échappent aux parents, même à la mère, qui échappent à la mère, des situations d'humiliation, de domination, des petites choses, des toutes petites choses,
absolument involontaires de la part de ceux qui peuvent les commettre, qui provoquent ça. Et puis le spectacle de la nature, qui est un spectacle à la fois magnifique et terrifiant. Tout un décrassement, de lutte, de renaissance, de mort, de pourriture, la pourriture. Je pense que moi c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher. Et on a quand même dit à un moment, à la fin, dans les années 90, qu'on vivait une époque de fin de l'histoire. Oui. Et ça a été un leitmotiv. Et la question que je me pose, c'est évidemment la lecture qui dirait tombeau égale Seconde Guerre mondiale plus Shoah plus Algérie est complètement simpliste et très limitée. Mais la question qui m'intéresse, c'est quand on voit vos positions, votre intérêt et votre œuvre d'aujourd'hui, je voudrais vous poser la question, quelle est l'histoire contemporaine dont votre œuvre est l'art, pour reprendre votre expression de 2003? De quoi votre œuvre aujourd'hui est-elle, de quelle histoire est-elle l'art? Je ne sais pas, c'est tellement multiple, tellement compliqué. Je me débat là-dedans en ce moment. C'est très difficile à penser tout ça. Il y a tellement de choses qu'il faut penser d'un seul coup. Parce que ça aussi, c'est le rôle de c'est la fonction de la poésie, hein, c'est de poète, entre guillemets, voilà. C'est pour ça que c'est une situation assez douloureuse par moment. C'est pas forcément le manque d'argent, je ne sais quelle chose, c'est cette obligation à cet être qu'on appelle le poète ou l'artiste, de voir tout en même temps, de voir tout ce qui se passe en même temps. C'est une opération impossible et terrifiante. Si vous voulez. Beaucoup de gens voient les choses comme ça, méthodiquement, séparément, etc. Le poète a un regard, et un regard cardiaque, si je peux dire, un regard sur tout ça. Il faut que ça soit absolument aligné, aligné devant lui. Si on perd cet alignement-là, eh bien on n'écrit plus, ou on peint plus, on ne fait plus rien. Et donc c'est très fatigant, très fatigant. Donc je vois tout ce que j'imagine, parce qu'il y a aussi l'imagination. L'imagination fait bien les choses. C'est l'imagination aussi qui m'a fait ce que je suis et ce que j'ai écrit aussi. C'est une chose difficile à imaginer, c'est la capacité de prolonger tout acte, tout fait que l'on voit, les petits comme les grands, de les prolonger tout seul, soi-même. Et ça, je l'ai fait évidemment. C'est ce que font les enfants du reste, assez facilement. Ils prolongent, et quand on voit un enfant qui pense, qui s'arrête, qui réfléchit après avoir vu quelque chose, c'est ça qui se produit. En fait, il imagine plus loin. J'imagine plus loin, ou plus en arrière, s'il est déjà la conscience du temps, bien entendu. Cette capacité de prolonger. Donc il faut déjà voir, il faut déjà encaisser ce qui se fait, et il faut aussi encaisser ce qu'on y prolonge aussi. Si vous voulez. Quand vous vous mettez à imaginer tout simplement ce qui se passe même en ce moment, par exemple, dans le monde entier, partout dans le monde entier, sur les 7 milliards, 7 milliards d'humains, sans compter les animaux, sans compter les animaux dits nobles, les animaux domestiques, les animaux dits sauvages, etc. Les animaux qui sont proches de l'homme, etc. Les animaux qui sont mangés, qui sont dévorés, qui sont abattus, etc. Sans arrêt, pour notre plaisir, pour notre langue, si je peux dire. Et vous imaginez tout ça, la moindre cahute au Bangladesh, la moindre petite pirogue, je sais où, les intérieurs, les bordels en Inde, par exemple, tout ça, les soldats, je ne sais où, etc. Bref, tout ce monde en même temps, et aussi les gens qui ont la chance de vivre dans un monde à peu près propre et efficace aussi, on les imagine.
Johnson, et puis en même temps, imaginer, il faut imaginer tout ça. Imaginer le pauvre air qui erre comme ça sans fin, je ne sais pas où, sur des routes, et qui ne trouve rien, rien, aucun plaisir, aucune main, rien. Donc des gens qui ont peur, des gens qui sont dans des camps, en prison, bref. Mais aussi des gens qui agissent normalement, si je peux dire, y compris les politiques, qui eux ont à penser beaucoup de choses en même temps aussi. Pour ceux en tout cas qui en sont dignes, qui sont dignes de pouvoir le faire. Donc c'est plus qu'une occupation, c'est un état quasi permanent. Quand vous pensez en plus que tout ça, tous ces événements, tous ces fêtes, toutes ces matières, tous ces corps, tout ça ne sont pas des choses pleines, mais des choses qui sont passagères, éphémères. Ça, c'est assez balançant, comme on dirait au Québec. Donc c'est vraiment cette capacité-là d'imaginer, que tout le monde peut avoir, pour peu qu'il accepte de se laisser, de s'y abandonner un peu. Moi je me suis abandonné très tôt, ça m'a été reproché, assez rapidement par les adultes, pour bien faire, pas mes parents, mais d'autres, qui pensaient bien faire, et on a réussi à arrêter la chose. Et quand on imagine des choses, on imagine forcément, un langage pour le reproduire, pour le produire. Ça peut être un des arts possible. Maintenant, évidemment, il y en a d'autres. Maintenant, il y a d'autres arts qui sont en gestation. D'autres formes d'expression. L'art, c'est plus seulement la peinture, la sculpture, etc., la gravure, la poésie, etc. La musique, c'est bien autre chose encore. Qui me sont un peu étrangères, je dois dire, pour l'instant. Pour parler de la sculpture, vous dites dans un entretien à Jacques-Henri que on compare souvent votre œuvre à de la musique, qu'on la compare à de la peinture, Oui. mais que pour vous c'est de la sculpture, autant que de la peinture et de la musique. Oui. 25 ans plus tard, est-ce que c'est toujours de la sculpture? Et qu'est-ce que vous pourriez voir dans cette œuvre poétique qui serait de la sculpture? C'est-à-dire pas ce qu'on attend a priori, parce que sculpture, on s'attend à la création d'un objet, et vous êtes... Oui, mais je devais sans doute dire ça à un moment donné où j'étais en progéniture, donc je coupais les mots, pas pour le plaisir de les couper, et je coupais les E muets, certains E muets, je raccourcissais les mots, etc. Donc j'avais évidemment la sensation que je produisais effectivement du sculpté, c'est vrai. Mais aussi on a dans sa vie, un auteur a dans sa vie des périodes plus musicales que d'autres, plus picturales, plus sculpturales. Vous avez chez Victor Hugo des périodes extrêmement sculptées, avec beaucoup de relief, etc. Puis d'autres un peu moins, etc. Et ça, dans des œuvres longues comme les siennes. Cette référence aux autres arts est tout à fait normale. Mais particulièrement avec la sculpture, parce que je pense qu'il y a Oui. il y a quelque chose de très intéressant, parce que votre travail depuis début des années 2000 ne se fait plus par écrit, enfin depuis avant, se fait plus par écrit, depuis les fin des années 80, vous avez été tapé à l'ordinateur, Oui. et puisque vous avez très tôt travaillé avec un ordinateur, et maintenant avec un iPad, donc il y a une dématérialisation du texte,
Oui. Ça m'intéresse beaucoup cette idée que le texte est de plus en plus dématérialisé, parce que ça a été l'ordinateur, maintenant c'est le iPad, et en même temps vous continuez à sculpter les mots. Donc comment est-ce que vous voyez cette relation entre la matérialité de la langue et la dématérialisation du processus de composition? Ben, je n'y pense pas du tout. Je suis passé directement vraiment de l'écrit à la machine à écrire, certaines machines à écrire. Après, je suis passé à l'ordinateur. J'étais l'un des premiers à utiliser un ordinateur, 86, quand je préparais le texte pour le... Non, le texte de commande pour le Festival d'automne, Bivouac, que je n'ai jamais publié, mais qui a été présenté plusieurs fois à l'époque. Eh bien, je l'ai en fait dicté à quelqu'un qui travaillait sur un ordinateur. Un des premiers ordinateurs qui avait été prêté par le Festival d'automne, qui me l'a donné après. Et donc je tapais de temps en temps dessus. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine-là. Après j'ai cherché des moyens. On cherche toujours des moyens. Moi j'ai toujours aussi eu j'ai toujours pensé aussi au support. J'ai toujours fait des dessins. J'ai toujours... j'ai dit quand j'étais tout petit enfant, les premiers devoirs que je pouvais faire, je les faisais pas, je faisais des titres, en fait. Des titres ornés, enluminés. Ça prenait beaucoup de temps. Et puis évidemment, le devoir n'était pas fait. Et donc je le rendais comme... Et ça, j'ai fait ça quand j'avais déjà 8-9 ans déjà. Vous voyez, donc j'étais soucieux du support. Quand j'ai commencé à faire la poésie, je les ai par exemple... j'ai calligraphié mes poèmes je l'ai piqué une ou deux fois, sur des feuilles de dessin en son que je découpais, auquel je reliais, je cousais au lieu de la page, dans des petits livres. Des petits livres. Certains même sont à la BN, je crois. C'était quelquefois des formats assez grands. Donc j'ai toujours été intéressé par ça. Autant je suis très peu bibliophilique, mais là les supports m'ont toujours intéressé. Donc je suis passé tout à fait naturellement au support ordinateur, qui ne me paraissait pas dématérialisé du tout. Je trouvais très fascinant cet écran. Donc j'ai été un amateur de cinéma et de cinéma au cours de ma vie. Comme toujours, ça ne m'a pas surpris du tout de pouvoir, ça ne m'a pas gêné du tout, ça ne m'a jamais paru dématérialisé de taper des choses et de les voir apparaître sur un écran. D'abord, c'était très bien pour moi, ça me permettait en fait d'avoir à la fois, de ne plus avoir ce problème de la dactylographie d'un texte manuscrit, une chose pénible, dans la mesure où moi je ne peux difficilement, comment dirais-je, reprendre un texte, recopier un texte sans le corriger presque intégralement. Donc c'est un peu contre cette chose-là, que j'ai au fond, ce qui ne m'empêche pas de changer les choses évidemment sur l'ordinateur. Je suis passé très naturellement à ça. Et j'ai cherché j'ai cherché des systèmes, encore mieux des systèmes portatifs. Parce que j'ai toujours aimé ce qui était portatif. Et donc j'ai trouvé assez rapidement un ordinateur qui s'appelle ordinateur Wang, du reste, c'est un coréen, je crois, dans les années 80, fin des années 80. Une grosse machine, un gros truc qui était quand même transportable, et qui imprimait en même temps. Du traitement de texte et qui imprimait. Donc ça a toujours été, ça n'a jamais, même avec l'iPad aujourd'hui, je me lasse un peu, je dois dire, par moment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je ne sais pas. Je sais pas où il faut aller. J'ai toujours été intéressé par j'ai eu aussi de tout petits appareils, anglais, hein. J'en ai eu un anglais par exemple, où on pouvait taper les choses sur un petit format, donc je pouvais travailler n'importe où. À quoi
est-ce que vous attribuez cet intérêt pour toutes les nouvelles technologies d'écriture à chaque fois qu'elles interviennent? Parce que j'ai toujours été intéressé par les mécaniques, par le bricolage, par les mécaniques. J'ai toujours été enfant, avec mes frères, on était très, très intéressés par toutes ces choses-là. On fabriquait des petites choses, des appareils, Vous savez, c'était une époque où on fabriquait on appelait des postes à galène. Donc pour voir la radio, c'était des postes, il fallait, je crois, une pile, je ne sais pas ce qu'il fallait, il fallait une lampe, et encore je ne sais pas, il fallait un petit cadre qu'on faisait en bois, et il fallait de la galène, c'est-à-dire du plomb. Et par chance, on avait dans notre région natale, on avait d'anciennes mines de plomb, où il y avait de la galène. Donc on y allait, et on allait faire des virées là, et on rapportait de la galène. Et donc on a construit des postes à galène, et on entendait des radios. C'était pas très bon du tout, mais on faisait on fabriquait de la radio. Même sans modèle, je crois. Simplement on se renseignait, et puis mon frère aîné se renseignait, il nous donnait le tuyau, et nous on faisait ces choses-là. Et puis, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est complètement méconnu aujourd'hui, les postes à galère. Qui connaît ça? Vous voyez, c'était dans les années 50. Les années 50. Mais Pierre, par la suite, vous n'êtes pas intéressé à l'évolution des radios. Vous avez vraiment eu un intérêt au fur et à mesure des technologies d'écriture. Et ça se mène à un autre sujet, parce que je pense que cet intérêt-là, c'est aussi mêlé à une transformation de votre rapport à la matière texte. Quand on regarde vos premiers manuscrits enluminés et jusqu'au livre, dont le manuscrit est un objet extraordinaire, et évidemment Tombeau, ce sont des objets, c'est visuellement extraordinaire de voir. Et donc je suis très intéressé, ça m'intéresse, la façon dont vous avez fait des manuscrits, consciemment ou inconsciemment, des œuvres visuelles, et à un moment vous êtes passé, vous avez suivi les technologies et vous avez voulu suivre à chaque étape les technologies. Mais ça, c'est une question pas très difficile à traiter, parce que par exemple, pour le livre, par exemple, je l'ai tapé sur une petite machine américaine, c'était Roy, la marque Roy. C'était une petite machine un peu usagée déjà, et dont les caractères tapaient très fort, et donc découpaient les lettres sur la page. Donc ça faisait évidemment un manuscrit très, très étrange. J'aimais beaucoup cette petite machine qui fonctionnait très bien, qui n'était pas très lourde, qui était très plate, qui était étroite, qui était très, très, très solide. Et j'ai écrit pas mal de choses là. Et je ne me suis pas vraiment rendu compte de ça. Il y a une forme de folie dans l'acte artistique, malgré tout. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont évidentes aux autres, mais qu'on ne voit pas soi. Et moi, je ne voyais pas la singularité de ce manuscrit, si vous voulez. J'étais dedans, les formes que j'évoquais étaient dedans, étaient prises dans cette frappe. Je crois que c'est une véritable frappe, une frappe découpante, je veux dire, si vous voulez. Donc je n'en voyais pas la... C'est après, quand le manuscrit a été vu, que j'ai vu qu'effectivement ça avait un certain intérêt. Mais bon, c'était pas du tout... En plus, comme la page était tapée, la page était totalement remplie. Et que ça commençait vraiment à gauche, et ça touchait vraiment le bord de la droite. Sans paragraphe. Voilà. Mais je le faisais parce qu'en fait, c'était pas par économie, c'était parce que j'avais envie de voir cette chose compacte devant moi. La chose aurait été aérée, tout ça, je n'en ai pas eu du tout la même sensation qui est nécessaire. Alors, si d'avoir quand même devant soi l'œuvre qui se fait. Pour moi, c'était beaucoup plus fort, et ça correspondait en plus très bien au texte que j'écrivais. C'était extrêmement compact. Voilà. Mais c'était des questions de... C'était pour voir mieux l'ensemble. Alors ça pouvait ressembler, comme c'est que certains avaient dit à l'époque, ça ressemblait à un manuscrit, enfin une tablette sumérienne. C'est possible. Ouais. Mais, enfin, je n'avais pas voulu tel. Et ça ressemble aussi
aussi à l'art conceptuel des années 70, avec les nombres qui se répondent. C'était pour avoir les choses devant moi, bien nettes, sans aération, sans rien, ça le bloc. Comme du reste, j'ai toujours imaginé que devait être un livre du reste. L'idée qu'un livre soit fait de chapitres avec des marges, etc., ça m'a toujours, je comprends très bien, mais ça m'a toujours un peu gêné. Ça enlève un peu de la force du texte. Quand on voit des textes d'autrefois, qui étaient extrêmement compacts, hein, et très impressionnants, très beaux. On a l'impression que c'est vraiment une production, une sécrétion, quoi, une sécrétion de l'esprit. Après, quand il y a des aérations, des chapitres, etc., des bords, etc., donc la chose est arrangée. La chose est arrangée pour le public, d'une certaine façon. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un texte absolument presque sans marge. Ou alors avec dans la marge des corrections, comme il y a dans certains manuscrits de la Renaissance ou médiévaux, par exemple, ou la Renaissance. Cette fameuse formidable Bible qui était européenne, entre autres. Par exemple, la Bible la première Bible en français. Super. Comment s'appelle-t-il? J'ai oublié ça. Lefebvre. Hein? Lefebvre dictat. Non, avant. Une Bible qui était faite par une franco-suisse, qui a été faite par souscription, le reste. C'est une très belle histoire. C'est l'histoire de comment s'appelle la Bible? Bref. Magnifique. Quand il y a des choses en marche, ils ont des corrections ou des images, ou des variantes. Il me semble que c'est comme ça que je l'imagine. La Bible, elle est très connue, hein. Mais voilà, je n'ai pas de mémoire. Texte magnifique. Pierre, j'ai une autre question pour revenir à cette question au sujet des rapports entre les arts. Vous avez aussi dit l'art total, tel est mon but. Et je faisais un petit jeu avant de venir ici qui était de réfléchir à ce que vous faites et à le mettre en relation avec différentes formes d'art. Le cinéma, vous avez fait des films, il y a quelque chose de très cinématographique. La gravure avec son côté très minutieux. Le dessin que vous pratiquez, la peinture avec un caractère de fresque. L'installation, parce que même en un certain sens, vous réfléchissez à la position de chaque élément dans votre œuvre, et puis y compris quand on a le privilège d'aller chez vous, on voit bien que tout est pensé comme une sorte d'installation. La performance, qui est aussi... Est-ce qu'il y a une forme d'art? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, une présence, la sculpture, on en a parlé, avec la présence, l'architecture, avec l'idée de construction? Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée d'une présence plus ou moins grande de tous les arts ou de tous ces arts dans votre œuvre? Et est-ce qu'il y a un art qui manque pour vous? Est-ce qu'il y a un art qui n'est pas chez vous? Est-ce que vous voulez Je sais pas, il faudrait réfléchir. Est-ce qu'il y a un art dont vous vous dites, ce n'est la mathématique, je sais, mais à part ça? Parce que la philosophie, je sais, quoique, mais est-ce qu'il y a une forme d'art dont vous vous dites, visuelle ou intellectuelle? La philosophie, comme on dit dans net, il y a autant de philosophie que, etc. Bref. Mais est-ce qu'il y a une forme d'art dont vous vous dites, je n'en veux pas, ce n'est pas chez moi, voilà, ça m'est étranger? Non, je ne vois pas. Dans les arts majeurs, oui. Mais même dans les arts plus contemporains, parce que pour moi, l'installation est très présente chez vous, la performance, on n'en parle pas. Oui. Et la vidéo. Alors qu'est-ce qu'il y aurait alors? C'est une question que je me pose, me dire, qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Alors, si vous avez des idées, mais c'est une question. Parce que j'ai le sentiment que consciemment ou inconsciemment. Pardon? L'art numérique. L'art numérique aussi, oui, bien sûr. L'art numérique. D'ailleurs, c'était très intéressant parce que quand vous avez, avec la Bibliothèque nationale de France, quand on envoie un SMS à Pierre, on se retrouve gravé dans les archives de l'histoire, puisqu'on va à la Bibliothèque nationale de France. Donc, il faut faire attention à ce qu'on écrit à Pierre.
On en avait parlé à l'époque, parce qu'il y avait eu un article là-dessus. Et moi, je vous avais dit, et je dirais aussi d'ailleurs, que c'était très neuf. Enfin, que c'était vraiment quelque chose de... Et pour vous, c'était pas si neuf que ça, c'était normal. Vous voyez pas comme une radicale nouveauté. Non, non, pas du tout. Et pourquoi? Parce que si personne n'avait fait avant, c'était quand même neuf. Je sais pas, c'est pas sûr. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Mais vous ne voulez pas que ce soit neuf. Non. Mais l'art numérique, je vous dis tout à l'heure, j'y suis assez indifférent pour l'instant. Je ne sais pas. Et vous le pratiquez? Peut-être, oui, non. De certaine manière. Oui, non, parce que je ne fais pas de dessin en numérique, je ne fais pas de. Oui, mais vous avez intégré le non. numérique comme étant un élément de Non, mais comme support. Oui, mais aussi comme archive, comme méthodologie d'archive. Oui, comme facilité. Pour vous, votre méthodologie d'archive, c'est une facilité. Pas Oui. plus qu'une facilité. Oui, une facilité. Et le geste qui consiste à dire que tous vos SMS, tous vos courriels vont entrer dans les archives, Oui. c'est tout de même... Oui, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est pas... Pour vous, c'est la continuité des correspondances qui entrent dans les archives. Bien sûr, c'est pas tout à fait ordinaire. Vous voyez, je prends des grands exemples. Hein. Vous voyez un livre qui paraît chez Limard, quasiment la totalité de la correspondance de Debussy, par exemple. Vous avez une masse énorme de billets, enfin de petits billets, qui sont très passionnants par ailleurs. Qui permettent de comprendre beaucoup de choses sur l'individu, sur la progression de l'œuvre, etc. C'est intéressant. Je trouve tout à fait normal que tout ce travail-là, parce que l'immense majorité de ces mails est d'ordre professionnel, si je peux dire, d'ordre technique, beaucoup. Et puis après ça devient une habitude, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pas une chose extraordinaire en soi. Hein. Je pense que ça se fait beaucoup partout, c'est pas nouveau. J'ai d'autres autres questions à vous poser, Pierre, et puis peut-être Évidemment, on peut comprendre que, vu la nature des textos que peuvent s'envoyer les gens, à partir du métro, il est évident qu'on peut penser que c'est pas dans l'intérêt très grand. Enfin, moi, j'envoie des textos qui rendent compte de ce que je suis en train de faire, etc. C'est peut-être, je sais pas, en tout cas, techniquement, il y a des choses peut-être intéressantes. Hein, c'est pas... Puis il y a une réflexion dans la forme de vos textos, Pierre, aussi. Oui, bien, bah oui. Avec les paragraphes. Bah, c'est écrit, bien sûr. Ouais. Bah, c'est écrit. Et vous êtes le seul auteur dont nous aspirions tous les mois les textos. Aucun autre auteur. Bien sûr, c'est ordinaire, mais c'est en même temps extraordinaire que vous êtes le seul dans toute la bibliothèque dont nous fassions, nous transformions cette matière en matière d'archives. Oui. C'est pas ordinaire. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non, mais c'est d'une commodité. Oui. Voilà, les choses sont là. Moi, j'aime bien garder les choses. On a un peu trop exagéré là-dessus. Ouais, j'aime bien garder les choses. Je garde beaucoup. Je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Donc, je trouve tout à fait normal de garder, et de garder au mieux. Au mieux. Pas la peine de faire des classeurs, de faire des boîtes, c'est beaucoup plus simple, maintenant qu'on a ces moyens-là, l'envoyer. Alors, on l'envoie où? Qu'est-ce que ça peut devenir après? Voilà, bien entendu. Moi, je ne me pose pas trop la question, je m'en fiche complètement de savoir s'il y a un piratage, ça me compte égal. Pour une vie privée particulièrement Fatigante. non, mais bon, c'est normal. Et même ce que je peux écrire, disons, de technique, enfin de professionnel, par exemple, plus extraordinaire. Je suis intéressé par le fait que vous employez le terme professionnel, Oui, que vous n'employez jamais. ça va, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est ironique. Bon, je dis technique. Ouais. Technique, comment dire. Non, mais c'est simplement mon goût le goût que j'ai de garder les choses. En fait, je ne garde,
En fait, je garde très peu de choses, en fait. Donc, C'est- je garde beaucoup de choses inutiles et assez peu de choses importantes. Je peux laisser des pans entiers de vie, enfin de période, se perdre, se disparaître. Ça m'est égal. Par moment, il y a des accès comme ça. Pierre, j'ai 2 ou 3 autres questions que je voudrais vous poser. La première, c'est première de ces 3 questions, c'est vous avez parlé au début de notre conversation, vous avez parlé à l'échelle continentale, vous avez parlé d'universel, et à un autre moment, vous avez parlé du Bangladesh. Et j'aimerais beaucoup vous entendre parler de... Je sais que l'universel, c'est un sujet, un vrai sujet, vous en parlez d'ailleurs dans le document présentation de Bivouac, ville universelle. Oui. Et comment est-ce que vous voyez, est-ce que l'universel a encore un sens pour vous? Est-ce que la division entre occidental et extra-occidental a encore un sens? Et est-ce que, dernière sous-question, la notion de continental a un sens? Et si oui, lequel? Oui. Donc universel, extra-occidental, continental. Je dis Bangladesh parce que c'est un pays qui a été... C'est un pays un peu artificiel, hein, qui s'est formé comme ça dans des conditions terribles. Hein. Qui régulièrement est inondé, qui régulièrement est un réceptacle de misère et d'invention aussi, d'inventivité, mais de misère vraiment au ras du sol, mouillé, boueux, etc. Mais bon, je m'excuse auprès des gens qui l'habitent. Enfin bon, c'est vrai. J'aurais pu citer d'autres pays. Mais je sais, mais et après tout, le nôtre n'est pas exempt non plus de lieux de ce genre et de situations de ce genre. Et ce que je veux dire, Pierre, c'est que vous avez toujours eu, et à partir des fictions sahariennes jusqu'à maintenant, votre intérêt, beaucoup pour l'Inde d'ailleurs, beaucoup pour l'Inde. Oui, non, je ne suis jamais allé. Oui. Mais vous avez cet intérêt pour ce que l'on appelle le monde extra-occidental, ce qui évidemment est un concept très problématique. Oui. Mais j'aimerais vous entendre parler un peu de ça, et aussi du rapport que ça a avec la notion d'universel, qui est tout de même une notion assez occidentale. Oui. C'est des choses qui sont présentes dans votre livre, et dans ce livre, et dans votre œuvre, toujours. La question de l'universel, la question du local, la question de l'extra-occidental, et du continental, pour moi, c'est continental, extra-occidental et universel, c'est 3 termes qui ont un rapport dans votre œuvre. Et si vous pouviez nous exposer, nous révéler lequel, ce serait... Maintenant, c'est difficile de faire part des choses en ce moment. Difficile. Vous savez, à l'époque, peut-être que je me trompe, mais à l'époque, écrire un livre comme Éden, par exemple, est exclusivement situé, si je peux dire, donc au Sahara ou dans les confins du Sahara, c'est pas si fréquent que ça. C'est pour ça. Pas si fréquent. C'est pour ça que je vous pose la Avec des question. figures qui sont de là-bas, je peux dire. Ils ne sont pas, c'est pas des figures d'explorateurs ou d'esthètes en mal de dessert, pas du tout. Ce sont des figures du lieu. Donc déjà, c'est oui, en 69, 70, 68, 69, c'est déjà une certaine nouveauté. Hein. Même s'il y a un nombre, beaucoup de fictions qui se... déjà dans la littérature universelle, qui sont occidentales, qui se passe, comme on dit, qui se passe. Oui, mais c'est pas... lieu-là. Mais Pierre, c'est pas un orientalisme. Non, je sais tout à fait. Éden n'est pas un livre Tout à fait, orientaliste. tout à fait. De même que ce que je fais en ce moment, les joyeux animaux de la c'est pas du tout. Là, c'est vraiment la concrétion de deux mondes, d'une certaine façon. Là. Le monde occidental, des restes du monde occidental, et un monde extra-occidental qui est déjà fracassé en plusieurs continents. Au lieu que c'est pas. Là, il y a je ne sais combien de continents. Qui se rejoignent. C'est une géographie complètement imaginaire. Ça aussi, ça n'a pas été vu, bien entendu, parce que ça veut dire que ça ne compte même plus pour moi maintenant. Cette différence entre
entre Occident et les autres continents. J'entends plus du tout. D'ailleurs, ça me mène à une autre question. C'est un monde fracassé. C'est un monde fracassé où disons, la Terre a été refaite. Enfin, il s'agit encore de la Terre, j'imagine, mais je suppose. Je ne sais pas vraiment penser. Mais c'est un monde fracassé. Ce sont plusieurs continents qui se rejoignent. Dedans, est-ce qu'il y a des restes des anciens continents? Je ne sais pas. Certainement. Mais c'est un monde fracassé. Fracassé dans sa surface et dans sa profondeur. Est-ce que c'est de la science-fiction? Non, ça c'est nouveau, ça. Parce que, non, je sais que je l'avais écrit que les magasins Leclerc l'avaient mis dans le secteur science-fiction. Bon, pourquoi pas, au fond. C'est pour ça que je pose la question. Je suis tout à fait allergique à la science-fiction. Pourquoi? Ça m'a jamais intéressé. Peut-être que j'ai pas lu les livres qu'il fallait. Je trouve ça un peu artificiel, toutes ces figures qui à moitié, je sais pas. Après, l'autre sujet, le problème Je connais mal. problème de la science-fiction, où là, enfin c'est très difficile de parler dans des termes aussi généraux, mais la science-fiction décrit des mondes alternatifs ou nouveaux ou futurs avec la langue qui est la langue d'aujourd'hui ou de l'aujourd'hui. Vous, c'est encore autre chose parce que c'est décrire des mondes futurs ou alternatifs avec une langue qui est future ou alternative. Ce que vous dites sur le fait que ce n'est plus la question, je pense que c'est aussi, on peut aussi voir en parallèle le développement de la langue, parce que on voit bien comment la langue de Tombeau et surtout d'Eden est une langue qui est vraiment en dialogue avec les paroles sahariennes, que ce soit au nord du Sahara ou plus au sud, surtout au nord du Sahara. Mais on voit aussi comment la langue que vous écrivez aujourd'hui charrie beaucoup plus, charrie des origines et des strates et des sources et des géographies bien plus larges. Oui et non, parce qu'il y a un retour même presque à la langue paysanne, ancienne, de France, que moi j'ai beaucoup entendu. La langue paysanne ouvrière, du reste, c'est pas ou commerçante, ou la langue du peuple, comme on disait à l'époque, qui est extrêmement importante surtout dans le jeu Zemmour, des formules dont certaines sont encore pratiquées, hein. Parce que c'est la parole que j'ai entendue quand j'étais enfant, qu'on lisait encore dans quelques livres un peu régionalistes ou même pas, même dans des livres, dans des romans importants, même dans des romans parisiens, si je peux dire. Et puis une façon de... Ouais, c'est très difficile d'analyser cette langue. Aussi la langue du Moyen-Âge, l'utilisation du que, tout ça. C'est des choses qui sont un peu oubliées aujourd'hui, c'est vrai. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'équilibre entre ce surgissement de langues, de formules anciennes, et puis ce monde futur, éventuellement fracassé. Vous pensez que le monde futur sera fracassé? Écoutez, on y va. Moi, c'est comme ça que je vis l'avenir, en tout cas. Pas pour ce qui me concerne, bien entendu. Pour ce qui concerne les siècles à venir. Ah oui. Tout porte à penser que... Oui, on le sent bien, vous savez, quand si on revient à l'art, par exemple. Moi, je suis né dans un monde où... Bon, un monde qui était fracassé, mais qui était fracassé historiquement, d'une façon horrible, mais qui n'était pas fracassé sur le plan théorique, pas du tout. Même on pouvait se demander, même si une telle agitation sur le globe humain, une telle folie ne peut pas créer finalement des fissures, des espèces d'effondrement. Ça n'a rien produit de tel. L'effondrement est venu avec la bombe atomique, bien entendu, qui a été ressenti comme tel, du reste. Je pense beaucoup plus à l'époque, le peu je me souviens, j'avais 5 ans, dans le monde d'Hiroshima et Nagasaki,
on ressentait la chose comme... j'ai entendu des discours, pas dans ma famille, mais un peu autour, à l'école. On pensait aux gens qui étaient morts, bien entendu. Mais comme c'était des Japonais, c'était des alliés des monstres quand même aussi, certains, pour beaucoup, évidemment, ça ne posait pas de problème. Mais ce qui était présent dans le discours que j'ai entendu enfant, c'était effectivement la menace que ça faisait porter sur la Terre elle-même. La Terre. Non pas l'humanité, comme on dit toujours maintenant, mais la Terre elle-même. Pas la planète. Vous voyez, déjà, cette idée était très forte, déjà. Les gens étaient beaucoup plus, je crois, ceux qui nous éduquaient étaient beaucoup plus soucieux de ça. La bombe atomique, c'était ça, surtout. Maintenant, on peut imaginer, alors, ce monde par ailleurs, après ça s'est calmé, bien entendu, il y a eu toutes sortes d'événements historiques, la guerre froide, qui ont évidemment recentré la pensée commune sur l'homme, sur l'humain, bien entendu. Mais, et à ce moment-là, si vous voulez, l'art, évidemment, a gardé et a eu même une puissance de rassurance, de rassurement énorme. Je me souviens par exemple qu'il y avait dans Paris Match des pages entières sur Picasso, sur Matisse, sur Braque, etc. Des pages intelligentes sur Rimbaud, etc. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître Rimbaud, c'est en lisant Paris Match, avec des productions magnifiques. Vous imaginez ça aujourd'hui? C'est impensable. Il y avait vraiment une grande... Non, il y avait une très grande volonté de se rassurer dans l'art. Et l'art avait un statut extraordinaire, je pense. L'art, la littérature, très grand prestige encore, qui n'a plus du tout aujourd'hui. Enfin, je peux juger. J'ai connu cette période-là. Donc on pensait, voilà, l'idée c'est qu'on pensait que tout ça était éternel. On pensait les choses comme éternelles, immortelles, éternelles. Bon, maintenant on se rend bien compte que avec cette menace d'éclatement de la Terre, tout ce qu'on a pu produire est menacé. Mais même ce qui est numérisé n'est pas non plus à l'abri de ça. Il peut y avoir une telle commotion dans l'atmosphère ou dans ce qui est le support d'informatique, par exemple, le support de la transmission, qui peut produire un effacement de tout. Donc ça, c'est une chose dont j'ai le sentiment maintenant que je n'avais pas quand j'ai commencé, si je peux dire. J'ai une dernière question qui même si on a des refuges maintenant dans les planètes autour, des refuges possibles, on peut stocker des choses. Sur l'éclatement, qui rejoint un peu ce dont vous parliez de l'éclatement de la Terre. Comme on est à la librairie Guillaume Budet, je voudrais qu'on revienne un instant sur Lucrèce. Donc vous avez fait une lecture en latin il y a 8 ans maintenant, au Monumenta de Daniel Buren, et que vous avez rescandé. Il y a un livre qui existe avec toute la scansion du texte latin, et vous avez décidé de lire en latin. Est-ce que vous pouvez, pour finir cette soirée, nous parler un tout petit peu de Lucrèce? C'est un sujet énorme, enfin. C'est un sujet un peu réduit quand même. Bon, c'était pas un auteur que moi, dans les petites études que j'ai faites, j'ai fait des humanités à l'époque. Les humanités étaient quand même très profond à l'époque. Après tout, j'ai appris beaucoup de choses et en profondeur sur Rome, sur la Grèce, etc. En même temps qu'on faisait on apprenait la langue, on apprenait ces deux langues dites mortes, on apprenait l'histoire qui correspondait à ces textes, les mythologies et puis l'histoire. Donc ça faisait un tout formidable. Finalement, c'était pas très différent je le dis souvent,
J'ai eu une éducation, même une éducation limitée, parce que c'était simplement c'était secondaire, hein, c'était pas à l'université, que je n'ai jamais fait. Mais ce secondaire-là était vraiment très, très, très fort, très, très profond, très, très complet, très profond, très, très sensible. C'était appris par des gens qui avaient une grande sensibilité au texte, au grec, au latin, etc., à l'anglais. Et donc, comment dirais-je, je dis toujours que j'ai eu au fond une sorte de, une queue de comète, mais que j'ai eu au fond le même type d'instruction qu'ont eu des gens comme Hugo ou même que Voltaire. Et je pense que depuis ça a beaucoup changé, j'imagine. Pourtant, quand je vois il m'est arrivé de voir des programmes, des livres pour les jeunes, qui sont très très bien faits, qui sont magnifiques, magnifiquement bien faits, avec de très belles photos, de très belles photos très importantes dans des manuels pour écoliers, pour élèves, très importants. Mais je pense que j'ai eu la même éducation. D'autant que c'était des lieux fermés, des collèges très fermés, où on ne faisait que ça. Donc on était vraiment tout à fait dedans. On était tout autant dans le... Souvent pour la première petite école que j'ai faite, le premier petit pensionnat classique que j'ai fait entre 9 ans et 12 ans, on était vraiment enfermés. Et on était clos sur un monde, c'était en pleine montagne, etc. Donc il n'y avait rien autour, très peu de choses. Et on était vraiment dans l'Empire romain, dans la Grèce, et puis dans l'histoire de France, bien entendu. Qu'on faisait très tôt, et qu'on faisait d'une façon finalement assez intelligente. C'était le récit national. Mais c'était pas si bête que ça, finalement. En réflexion. Voilà. Bref, donc j'étais là-dedans. Alors Lucrèce, c'était jugé trop compliqué. Mais on en faisait un peu. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on était dedans, complètement dedans. On sortait d'un texte, d'une version d'un thème, etc., et on entrait dans l'histoire à côté, l'histoire de l'époque ou d'une autre époque, l'histoire des faits d'armes, les lois, les complots, les proscriptions, etc., les trajets, les voyages, etc. C'est pas le premier monde que j'ai pu explorer. Hein. Le premier monde, c'était vraiment la Bible, pas la Bible, la totalité de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, le premier texte. Alors Lucrèce, bon, c'était considéré comme un auteur très difficile de langue, très difficile de penser, mais je l'ai aimé tout de suite. Mais je ne me souviens pas qu'on ait beaucoup étudié ça. On étudiait beaucoup Virgile, bien entendu, Horace, qui m'ennuyait beaucoup à l'époque. Virgile qui m'ennuyait pas du tout. Et puis les historiens, Tacite, bien entendu, merveilleux, etc. Les Grecs, on ne comprend pas, bien entendu. Il faut imaginer qu'on est dans des lieux assez clos, on sort de ça, qu'est-ce qu'on fait? On en rêve la nuit. Tout ça fait un espèce de mélange extraordinairement présent, si vous voulez. Quand on sort pour jouer, on joue à ça. Je l'ai raconté déjà. On joue à ça réellement. Et Lucrèce, c'est l'atomisme. Hein? Et Lucrèce, c'est l'atomisme. L'atomisme. Oui, mais l'atomisme, à l'époque, c'est un peu... C'est lointain. Et aujourd'hui, quand vous avez choisi de lire Lucrèce, c'était pas si lointain. Oui, bien sûr. Non, c'est dedans, je suis dedans. À l'époque, un enfant a beaucoup de mal à comprendre la question atomique. Bien entendu. Bon, c'est une jolie conclusion. Un enfant a beaucoup de mal à comprendre la question atomique. À l'époque. Merci Pierre. Merci à vous. Merci beaucoup.